Non mais là les gars, c'est la dernière fois que je vous réexplique. En fait, Goscinny, il a d'abord fait du manga avant la BD franco-belge et c'est après qu'il s'est mis au comics avec Dragon Ball Z. C'est bon ? Ok, on enchaîne avec Comics Podcast. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Comics Outcast, votre heure de discussion autour des bandes dessinées américaines. Nous sommes le 28 novembre, c'est déjà notre 6ème émission diffusée depuis le studio B de WeFM et vous nous écoutez sur l'antenne de Synops Live ou alors en replay sur le site de Radio Kawa et on vous fait des bisous, on vous remercie. On ne change pas nos habitudes, ce soir on va parler dans la détente, se moquer en toute mauvaise foi et quand même essayer de vous faire découvrir des titres que vous ne connaîtrez pas. Je ne peux pas faire ça tout seul, je me suis entouré de gens bien, avec moi il y a Ben. Salut. Zef. Salut. Et Stéphanie. Bonsoir. Une petite nouvelle, tu peux te présenter en 2-3 mots? Non, d'abord je veux savoir si j'ai fait aussi sexy que Daniel quand il fait bonsoir. Niveau comparaison de voix, c'est chaud. Non mais c'est bien envoyé, Bon, on les fera se rencontrer, on va faire un battle de voix grave avec Joe, et Steph et Daniel, ça va être chaud. Alors, tu te présentes vite fait Je suis Stéphanie, je suis une fille donc, et je lis des comics. Eh ben c'est cool. Tu lis un truc particulier en ce moment? Birthright. Birthright, d'accord, je ne connais pas. Parce que je suis mauvais. Zep, tu lis quoi en ce moment toi? En ce moment je lis Scarlet Spider et ça défonce. Ok, et Ben? Moi je suis en train de tout faire Swamp Thing depuis le tout début quand c'était mal dessiné. Ah. Voilà, c'est sympa. C'est bien. Alors au sommaire de ce soir, on aura Deadpool vs X-Force, Robocop et Grayson chez DC Comics. On aura le reportage du gala qui portera sur Wonder Woman. Et enfin, on aura une petite discussion, non pas enfin en fait au milieu, une discussion sur les annulations des comics. Et enfin, on parlera de Constantine, à la fois le comics et la série télé qui a commencé cet automne sur NBC aux États-Unis, donc peut-être un jour en France, mais je me suis pas renseigné. Voilà, rappelez-vous que vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le comics Outcast hashtag. J'y arriverai jamais. Non, mais je n'y arriverai jamais. Le hashtag Comics Outcast ou en répondant sur Twitter @Comics Outcast pendant toute l'émission pour nous faire des suggestions, des commentaires. On apprécie et on y répond quand on est là. Ouais. Voilà. On va passer Comics Outcast numéro 6. C'est parti. C'est parti. On va passer aux revues. Enfin, il faut que j'arrête de dire ça, on va passer parce qu'on commence là. Ouais. Donc on commence avec les revues. C'est Ben qui... pardon, c'est Zef. Oui. Je suis chaud, je suis méga chaud. Il est complètement... Tu veux commencer ça? Non, vas-y, Zef. D'accord. Non, vas-y. Franchement, j'en ferai rien. Vas-y. Non, t'es le meilleur. Vas-y. On va commencer par Ben. Mais putain, c'était lui. Bon bah Zef alors. Ok. Non, vas-y, attends. Bon, alors Zef va commencer avec Deadpool vs X-Force. Comme d'habitude, on se base sur les 3 premiers numéros. Donc cette série qui a commencé en juillet de cette année chez Marvel Comics naturellement. Qui est l'auteur? Alors, connard. L'auteur c'est Straczynski. Dwayne Swarzinski. Voilà, et avec Laraz et Woodard au dessin. Ouais. Donc Deadpool versus X-Force. En fait c'est dommage de se baser que sur les 3 numéros parce que c'est un truc en 4 numéros. Ouais. Donc le 4e on termine ou pas, on sait pas parce qu'il y a peut-être une suite. Donc Deadpool versus X-Force, en fait c'est une série qui... C'est pas un relaunch, c'est rien du tout, c'est juste que c'est un truc qui se passe bien avant que Deadpool rencontre Cable pour faire X-Force derrière. D'accord. Donc en fait, pourquoi je le précise maintenant en fait, c'est parce que tout dans ce comics, à chaque issue en fait, il y a un truc bizarre. Le previously est à la fin, il spoil l'épisode en cours. Sur les épisodes suivants, il y a Deadpool qui fait un rappel du dernier épisode, mais en disant de toute façon on s'en fout, si vous voulez l'acheter, enfin si vous voulez connaître, il faut le lire avant. Donc c'est vraiment du Deadpool à tout va. Moi je suis assez fan du personnage de Deadpool depuis que je l'ai connu dans les années 90 et là pour le coup qu'est-ce qui se passe? Donc dans l'histoire Deadpool tombe sur une machine à remonter dans le temps grosso modo et il va se balader en fait dans le passé à chaque grande guerre de l'histoire américaine. Il va passer avec la grande révolution américaine et ainsi de suite et à chaque fois il va foutre le bordel comme il fait tout le temps d'ailleurs et il va changer le cours de l'histoire et Cable et les X-Force donc du coup vont partir dans le passé pour essayer de rattraper ces conneries au fur et à mesure. Donc au niveau du scénario c'est assez simple parce que mine de rien il y a pas vraiment de tenant et aboutissant, c'est juste n'importe quoi. Au niveau du dessin c'est vraiment méga cool parce que l'action est vraiment très bonne, le design des persos est fantastique, c'est ultra dynamique, c'est du flingue à tout va, enfin c'est du grand Deadpool pour moi. Et pour le reste c'est
juste parfait. Enfin, pour moi, je conseille la série à 100%. 4 épisodes, c'est super court, c'est du Deadpool comme on n'en a jamais vu. Le problème avec Deadpool, en fait, c'est que sur les anciennes séries ou sur d'anciennes séries qui lui ont été consacrées, les auteurs avaient trop souvent, à mon sens, décrédibilisé en fait tout l'univers autour de lui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils considéraient Deadpool comme un débile mental. Ouais. Genre voilà, c'est un mec qui fait des blagues, qui tue des gens, c'est marrant. Et en fait, il y avait un côté cartoon qui était un peu trop présent, et du coup tous les autres personnages étaient aussi cartoon. Quand ils rencontrent, je crois que c'est sur l'ancienne série où ils rencontrent Doctor Strange, on a l'impression que c'est deux débiles mentaux qui parlent en fait. Ils se font des blagues, Doctor Strange qui fait des blagues à Deadpool, je vois pas la cohérence du truc. Alors que là pour le coup c'est un peu comme dans Uncanny X-Force, où Deadpool fait partie de X-Force avec Wolverine et ainsi de suite. Pour le coup, là c'est un personnage qui est débile parce qu'il fait des blagues tout le temps, il fait des plans débiles en permanence, mais il est sérieux parce qu'il est badass. Genre quand le gars il se bat, il défonce vraiment des crânes et il est vraiment bon en fait. Et là c'est un peu ce Deadpool là qu'on retrouve sur cette série. Moi j'ai une question, même si je donne mon avis après. Ouais, j'ai une question en fait, c'est que je connais le personnage, mais j'ai lu le truc. Ce que tu disais, c'est qu'il a trouvé une machine à remonter le temps via un mec qui c'est un mercenaire, donc c'est via un mec qui le paye pour aller faire un truc. Ouais, alors, il fait pas du tout ça. Donc moi, je me suis demandé pourquoi. Enfin, il est gentil, il fout la merde, il est débile, mais du coup on sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait pas la mission pour laquelle il est. À la fin, on sait toujours pas pourquoi il est parti. En fait, parce que le gars à la base lui demande de partir. Je crois que c'est l'opération Tempête du désert. Tempête du désert, voilà, pendant les années 90 pour sauver son fils qui meurt en Irak. Et en fait, lui, il part vraiment dans le passé. Trop loin. Mais il a quand même. Alors on le voit qu'il a quand même une liste de choses à récupérer et de mecs à tuer. Donc est-ce que derrière ça il n'y a pas un autre gars qui l'a payé? On ne sait pas à la fin. Mais tu dis que ça s'arrête à la fin, on sait toujours pas. D'accord, voilà. Mais ça se finit en 4 numéros mais il y a marqué peut-être. Donc peut-être qu'il y a un autre truc derrière, un autre twist qu'on ne sait pas encore. Ben, t'as eu un avis, tu l'as lu? Ouais, non, si. Ce serait bon de dire non, désolé, j'ai rien à dire. Voilà. Non, si, je l'ai lu. Déjà le premier truc que je voudrais dire, c'est que les couvertures sont extrêmement moches. Je suis désolé pour le mec qui a dû passer. Non, c'est moche. Mais par contre à l'intérieur c'est super, j'ai adoré. Il y a Big Daddy. Oui, on s'en fout, c'est le style de dessin dont je parle. Du coup je l'aurais jamais ouvert par moi-même dans une boutique. Parce que la couverture est moche, mais vu que je suis obligé de lire, j'ai ouvert. Et en fait les dessins sont hyper cool. Oui, c'est vrai. Les dessins sont hyper cool. Vraiment, j'ai adoré le style de dessin. L'histoire, évidemment, comme disait Zef, je savais que Deadpool, il était complètement jeté, donc il y avait d'avoir des vannes et tout ça, du n'importe quoi. Et ce qu'il expliquait, en fait, je m'étais pas rendu compte de ça. En fait, j'ai été jusqu'au 3,5 et je m'étais pas rendu compte que, à part le Previously qui est à la fin, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de Méli-Mélo. Mais après, je me suis dit que c'était soit dû à la loufoquerie de Deadpool, soit au fait qu'il y a continuellement des histoires de temps et d'espace-temps et de voyage dans le temps en fait. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a eu des séries dans lesquelles ils voyagent dans les univers parallèles, je vais dire. Mais pour le coup, là, c'est vraiment. À mon sens, je pense que l'idée de base, en disant voilà, je te paye pour aller sauver mon fils, c'est vraiment une idée à la con pour dire vas-y, on part sur n'importe quoi et on fait ce qu'on veut dans la Révolution américaine, dans les grandes histoires de la guerre américaine. Ouais, mais même s'ils expliquent que le gars qui a commandité Deadpool, c'est lui l'inventeur de cette machine. Je veux dire, on n'avait pas besoin de ça. Il aurait pu dire ok, j'ai trouvé une machine et je m'éclate. Enfin, tu vois. En fait, c'est pourquoi ils font une raison pour pas la développer. Un plot pour autre chose. Mais à mon sens, c'est vraiment une idée à la con. C'est ça serait marrant de faire ça. Ouais, ok, comment ça démarre? Écoute, comme ça. Ok. Deadpool va faire la guerre de sécession. Voilà. Ah oui. J'ai pas lu en entier, mais je vais finir. Je suis sûr qu'il y en a que 4 parce que vraiment c'est cool et ça va sûrement me donner envie de mater d'autres. Truc avec Deadpool et aussi Cable que je connaissais pas trop et qui a l'air assez badass. Ouais. Je vais Il est très fort dans Marvel Capcom 2. Ah ouais. Stéphanie, qu'est-ce que tu as pensé de cette œuvre? En fait, moi je l'avais juste survolé à la base parce que petite overdose de Deadpool, je dois dire. Il va me taper à côté, mais tape là. Voilà, parle bien près du micro. En fait, depuis qu'il y avait eu le film Wolverine, Deadpool, on en a mangé. Oh là là, non. Il pas Deadpool, gogol, les enfants. Oui. Merci. Mais non, on en a bouffé à toutes les sauces, pour être quand même d'accord. Mais le meilleur Deadpool, c'était comme celui écrit par Remender. Il y a Joe qui vient de faire un triple salto arrière. Vraiment tout près. Et là, il était bien exploité. C'était vraiment un mercenaire, mais fou, avec une folie qui était limite shakespearienne. Et il était vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Et quand il est juste oh putain, je suis marrant, je tue des gens comme disait Zéphiriel, c'est pas hyper intéressant. Et donc j'avais peur que ça soit encore une histoire de je me balade, je suis drôle, pour faire vendre des comics.
Et non, en fait, l'histoire est bien construite, c'est plutôt sympa, les previously à la fin sont drôles, on les lit, on se marre, avec des fausses questions-réponses, genre on sait pas si c'est Deadpool qui nous parle, si c'est l'auteur et tout. Moi j'ai trouvé que c'était très fun et du coup je pense que je vais lire le 4 aussi. D'ailleurs, il y a un nombre de cases extra assez impressionnant. Il y a des bleus, des rouges, des jaunes, tu sais plus qui parle à qui. Ce qui est dingue aussi, c'est quand il sort, il fait du métacomics, et il dit faudrait peut-être que je voudrais le service marketing de Marvel. Enfin, tu vois, en fait, c'est le héros qui parle. Ouais, mais c'est le héros qui est connu pour casser le 4e mur en permanence. Ouais, ça, c'est un truc. Le 4e mur, tu peux nous expliquer ça? Alors, déjà, on va expliquer qui est le personnage, parce que c'est vrai qu'on aurait pu le faire au début. Qui est Deadpool? Alors, Deadpool, c'est Wade Wilson. C'est un gars qui faisait partie de Weapon X à la base, qui a connu Wolverine dans sa grande époque d'assassin machin et tout, et qui a subi en fait, enfin son nom vient de là en fait, il a subi des expériences comme tous les mutants de Weapon X. Il a subi des expériences pour essayer de voir si tous les pouvoirs fonctionnaient sur lui en fait, grosso modo, sachant qu'il avait un pouvoir de régénération et qu'il était atteint d'un cancer. Donc en fait tout ça a fait un gros melting pot de merde, donc d'où le nom de Deadpool pour le coup. Il a son cancer a guéri, mais en fait le problème c'est que son pouvoir de régénération a fait un truc, sa peau est dégueulasse, c'est une gueule de pizza en fait. Et pour le coup il a plein de pouvoirs, un pouvoir de régénération, il a une super force, c'est super rapide. Un moment dans les années 90 il a un pouvoir de téléportation, mais il est plus là aujourd'hui. Je sais pas une pourquoi. sorte de machine. Il a volé un device et de mémoire c'était un pouvoir, mais il faudrait que je regarde sur l'époque. Enfin, là quand même dans ce petit arc là il se fait complètement désintégrer et il est pas mort. Ah non, mais son pouvoir Wolverine. Non mais pire, même là il était en morceaux quoi. Tu prends un morceau. Non mais pour le coup et en fait donc par la suite là c'est pas le cas dans cette série parce que c'est avant que ça arrive, il le précise bien, mais pour le coup là les cases de Deadpool sont blanches, entouré d'un liseré rouge, et on pose la question, alors que dans les versions actuelles en fait il parle en jaune et il a une voix en rose et une voix en je sais plus quelle couleur d'ailleurs, et pour le coup donc c'est un gars qui est mentalement instable parce qu'il est schizophrène. Dans la série actuelle de chez All New Marvel en fait on apprend plus ou moins comment il a plusieurs voix qui sont en lui, c'est assez marrant à lire par ailleurs, donc je le conseille. Et pour le coup voilà, donc c'est vraiment un psychopathe meurtrier qui aime que tuer, qui vit toujours dans une à ordure quasi en fait. Et d'accord, voilà. Et pour finir là-dessus, en fait le grand public l'a rencontré donc dans le fameux film Wolverine, dans une version dégueulasse qui reprend les codes un peu humoristiques, donc le fait qu'il casse le 4e mur, donc 4e mur c'est l'écran, les vêtements, le costume un peu rouge et noir, les sabres, les flingues, la qualité, le fait qu'il soit mercenaire, mais rien d'autre. C'est-à-dire que sa nature de mutant, sa nature de machin, il n'y a rien d'autre. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un film Deadpool qui se prépare. La mauvaise nouvelle c'est que c'est Ryan Reynolds qui prend le rôle encore. La deuxième mauvaise nouvelle c'est qu'il est rated 13, donc du coup en fait ce sera que pour les enfants. On va passer à la suite. On va parler donc avec Ben de Robocop. Mais ouais. Alors c'est la série de juillet 2014. Je précise ça parce qu'il y a eu beaucoup de séries ces 2-3 dernières années. C'est assez compliqué. Donc en fait c'est une série qui Je vais pas te demander de présenter qui est Robocop parce que bon voilà quoi. Ouais, c'est un peu la honte. Si on ne sait pas. Un petit garçon demande qui est-il. En fait c'est un flic qui s'est fait défoncer par les méchants et qu'ils ont reconstruit avec des parties cybernétiques, et donc c'est un robot flic. Donc, voilà. Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, 1987, Paul Verhoeven. Donc le comics c'est écrit par Joshua Williamson. Il a bossé notamment chez DC et puis chez Dark Horses. Il a fait notamment Uncharted le comics, super important. Au dessin c'est Carlos Magno qui a bossé pour des trucs un peu à licence, genre Planète des Singes ou Transformers. Donc voilà, encore un truc à licence. Donc c'est ce que je me suis dit au début en fait, je me suis dit putain, un truc à licence, ça va être pourri, surtout que j'avais conformiste. Ouais, en fait je pensais que ça serait Robocop, genre qu'il aurait la gueule. Déjà c'était pas le Robocop de 2014, donc déjà c'est une bonne nouvelle, même si le film était discutable. Bref. Par contre, je vois qu'il y a des gens qui rigolent. Par contre, je me suis dit ok, en fait ils vont juste prendre le nom de Robocop et sa gueule et ils vont faire des histoires de merde. Et en fait c'est la suite du film. La suite du premier film c'est vraiment exactement, c'est les cases, c'est les images du film. Il y a les personnages, on les reconnaît bien, les personnages, il y a Murphy. Et voilà, il y a un petit clin d'œil avec Clarence Boddicker, le mec qui a tué Robocop pour ceux qui savent pas. Et donc du coup je me suis dit cool, il y a la bonne ambiance. Le dessin au début j'étais pas chaud et au final le mec a un vrai style. Donc j'ai trouvé que c'était un peu crado avec beaucoup de traits et tout. J'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que ça collait bien. Ouais, j'ai trouvé que ça collait pas mal à l'univers un peu crado de Verhoeven quoi. Donc du coup j'ai été assez pris dès le début.
Et donc on suit une enquête un peu, donc en fait c'est vraiment la suite, chronologiquement c'est vraiment la suite du 1. Donc voilà, Robocop il est dans une enquête avec Murphy, donc son coéquipier, enfin sa coéquipière. Avec Lewis donc. Avec Lewis. Voilà, Murphy parce que c'est Robocop, pardon, excusez-moi. Et en fait on suit un peu une enquête, une histoire de nouvelles lois sur les flingues à Détroit. Voilà, qui sont confisqués s'ils sont pas réglementés. Bon c'est un peu un prétexte. Donc il y a des méchants qui apparaissent. J'ai trouvé ça moyen. En fait, j'ai trouvé ça bien dans le design, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des cases cool où vraiment c'est Robocop, il est badass, tu vois qu'il est violent, il défonce des gars, il y a des yeux qui partent, il y a des organes qui s'ouvrent, donc ça c'est vraiment le truc trash de Verhoeven qui est cool. Par contre, ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'on voit pas Robocop beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'il est il doit dire 2 phrases dans le truc. Bon, ok, c'est un robot, mais je veux dire, normalement, il a quand même, même ses phrases mythiques, en fait, il en fait 1 ou 2, c'est tout, quoi. Et en fait, on suit plus Lewis, donc sa coéquipière qui essaye d'être détective en passant un examen, que lui, en fait, on le voit vraiment très peu. Il est en fond, il fait juste que flinguer des gars. Et en fait, on n'a pas le charisme de Robocop du film, en fait. En gros, il y a quelques cases où je me suis dit, il est badass quand il dessoude des gars, mais sinon, j'étais vraiment déçu. Je me suis dit, ok, les gars, ça fait 3 numéros que je lis. T'es où, quoi? Donc voilà, je pense pas que je lirai la suite. Stéphanie, qu'est-ce que t'en as pensé? On l'avait pas eu là où je bosse parce que tout ce qui est franchise de film en fait, ça marche pas énormément. Donc du coup, je me suis dit oui, je suis près du micro. Mais non, je ne le mangerai pas. Donc on l'avait pas eu et ça me tentait pas parce que franchise, une nouvelle franchise, bon, on a déjà plein de trucs à lire, on peut pas tout lire. Et en fait, je l'ai feuilleté pour vous, donc. Et, merci. De rien. Et du coup, c'était sympa parce qu'au niveau de dessin, ça m'a un peu rappelé Juan José Rip qui dessine sur nos héros, sur Wolverine, machin. Donc le dessin était assez sympa. Finalement, j'avais peur parce que souvent petite franchise, donc mauvais dessinateur. Faut le dire, ils sont pas dessous, donc forcément. Et j'avais aussi peur que ça surfe sur le nouveau film et que ça soit nul. Et en fait, non, on retrouve un peu l'ambiance du film de 1987. C'est sympa, mais j'ai pas plus été emballé que ça en fait. Voilà, je pense que je lirai pas la suite clairement. Et toi Zef, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, pardon? Alors moi au niveau du dessin, je suis vraiment pas fan. C'est pas, enfin, c'est un dessin assez chargé en fait. Ça m'a rappelé un peu des Judge Dredd de l'époque qui étaient peut-être un peu lourds. Je suis pas vraiment fan du style. 2 choses que j'ai assez appréciées. La violence pour le coup. Je suis assez d'accord. On retrouve vraiment l'univers du film de 87. Je pense que quand tu achètes ça, c'est justement pour retrouver l'ambiance horrible et ah oui, mais c'est crade en fait. Dégueulasse quoi. 26 balles dans le corps. Et la deuxième chose que j'ai assez apprécié en fait, c'est que le plot, il démarre épisode 1. Et il continue, enfin à chaque épisode en fait ça avance. On sent que le truc il va pas traîner et il a envie de faire des twists derrière et ainsi de suite. Donc ça, sur un truc à franchise, enfin pour avoir lu du Battlestar Galactica comme ça, où les plots mettent super longtemps à se mettre en place et c'est chiant. Là pour le coup j'étais content de me dire ok, à la fin du premier épisode je sais où ça va aller, je vois à peu près le truc venir. Je vais prendre un twist ou 2 dans la gueule et je vais être content de le prendre. Et pour le coup voilà, clairement si on me le donne je le lis mais je l'achèterai pas. D'accord. Bon, on va. Ça fait juste plaisir d'avoir un Robocop, on va dire, qui a des couilles, parce que c'est la V5, donc ça fait presque 30 ans qu'il y a des comics Robocop. Il y a eu Robocop Predator, Robocop Terminator, je sais pas quoi. Il y a eu des mauvaises adaptations. Voilà, et du coup, je me dis, c'est peut-être pas un truc de dingue, mais pour un truc à licence, comme disait Steph, c'est pas toujours génial. Là, je lirais pas personnellement, mais je trouve que c'est moins dégueulasse qu'on peut penser. Alors, on va rester dans le domaine des licences interminables. On va parler celle de Batman. Comment ça, Batman, c'est interminable? Fais attention à ce que tu dis. Alors moi, je dis ce que je veux. Je n'ai pas d'avis. Il y a des trucs faut pas toucher. C'est comme Zef avec Harley Quinn, faut rien dire. Harley Quinn, c'est de la merde, non? Harley Quinn, c'est le mec avec les feuilles là. Pas de sa femme comme ça, c'est moche. Stéphanie va nous présenter Grayson, qui est donc le nom de Robin dans l'univers des. Enfin, alors, je vais même pas commencer à rentrer dedans parce que ça va me saouler en fait. Donc dans le nom d'un personnage. Tu veux pas rentrer dans des Grayson? Dégueulasse. Bien. Des 3 premiers numéros, donc pareil, une série qui a commencé en juillet de cette année, donc bien sûr chez DC. Stéphanie, est-ce que tu veux nous présenter ceci? Non, pas comme ça. Présenter ceci. C'est quoi ça? Je suis fou. Donc... Malaise dans le studio. Non, vas-y. Non, tu veux y aller. Non, mais j'ai bien. Donc c'est une série de Tim Seeley. Donc Tim Seeley, on le connaît, mais en fait on ne sait pas que c'est lui, mais il a écrit plein de trucs. Il a écrit Transformers, il a écrit Hack Slash, il a écrit Revival. D'ailleurs, pourquoi il s'est commis sur ça, je sais pas.
parce que Revival c'est super bien, mais ça c'est pas bien. Donc Direct. non mais spoilers quoi, c'est pas bien. Donc ensuite c'est dessiné par Michael Janin. Je suis désolée si j'écorche son nom. Janine. Janine. C'est vrai que c'est Janine, ça commence. C'est ça, tu sais pas, tu vois. C'est Janine. Jeanne. Et il a fait chez DC, il avait fait Justice League Dark. C'est plutôt pas mal, enfin graphiquement c'est honnête, franchement. C'est pas son meilleur taf, mais c'est honnête. Donc alors, tout le monde connaît Nightwing ou il faut que je représente Nightwing? Tu peux présenter un petit peu. En fait, on part de... Ah si, présente. Tout le monde ne sait pas qui est Nightwing. Oui. On connaît Batman, Robin, mais certaines personnes ne connaissent pas Nightwing. Alors, très très vite, on a une page d'introduction dans le premier où on nous dit « Oh, il était acrobate. Après, il était le partenaire de Batman. Après, il était tout seul. Et après, il était mort. » donc, pour résumer, en fait, dans les derniers événements des New 52 dans Forever Evil, ça a été le seul à se faire kidnapper par les méchants, à se faire tabasser. C'est le seul dont on a révélé l'identité secrète. Et il avait une bombe sur lui, donc Batman a été obligé de le tuer pour pouvoir désarmer la bombe. Donc tout le monde croit qu'il est mort et tout le monde est triste. En fait, ils sont pas tristes, mais c'est pas grave. et donc, du coup, comme tout le monde croit qu'il est mort, ils en ont Batman a profité pour l'utiliser pour démanteler Spiral. Donc, Spiral, c'est une espèce des super méchants. Ils ont une école avec des filles super sexy qui tabassent des gens et tout. Et donc, du coup, il est undercover puisqu'il run quand même pour Batman. Il lui fait des petits rapports comme ça au téléphone et tout. C'est un Batman, peu sa bitch, hein. Discrètement. Ouais, c'est un peu la biche de Batman. Mais de toute façon, ils ont un rapport. Il peut pas se passer de Batman, quoi. Il est tout le temps en colère parce que Batman, il a d'autres mignons et tout. Il est jaloux. Mais il est ça, grave. hein. Mais c'est une jalouse tout le temps. Tout le temps. C'est une pleureuse. Mais grave, mais il pleure au téléphone. Dans les numéros, il appelle Batman pour faire. Tu sais, Batman, il veut un rapport, genre comment ça se passe, que t'as découvert qui est Spiral et tout. Et lui fait, oh, tu me manques, Batman. J'aimerais bien tu te rappelles la fois où on a pique-niqué ensemble tous les deux avec c'est vraiment Barbara. Ah non, je veux dire le petit chaperon rouge parce que je sais même pas garder les codes secrets qu'on a mis ensemble en J'avoue, c'est un place. très mauvais espion à ce niveau-là. C'est ça. Mais non, mais c'est l'émotion, le pauvre, il est abandonné. mais ouais, mais tout seul, genre t'as l'impression qu'il y a une petite musique derrière. Ouais, Genre il parle d'Alfred. Est-ce que Alfred parle de moi? S'il te plaît. Et t'as Batman qui fait non mais abrège, on va se Je faire veux le repérer. rapport. Et il sourit quand même à un moment. Quand il parle du pique-nique, Batman il fait ok, d'accord, j'avoue. Ouais, parce qu'il a une petite photo sur Ouais, sa table c'est ça. de nuit et tout. Tu vois. Non, c'est vrai, Ah, c'est c'est super tout glauque. moqué, Non, le c'est pauvre. assez glauque la relation qu'ils ont. Non mais voilà, ça c'est. En fait, j'ai cherché pour dire un truc gentil, mais Un effort. non, je peux pas. Non, mais dès le premier Non, numéro, pas il a peine. une perruque blonde. Genre Mais t'imagines, c'est un genre t'es espion, agent secret et t'es déguisé. T'imagines si Jennifer dans Alias, elle avait fait. Voilà, je me déguise, je mets une perruque blonde. C'est pourri. On va faire 300 épisodes. Non, Faut trouver mais un concept. je sais pas là. Donc il est undercover et scénaristiquement c'est mauvais aussi parce qu'à un moment il y a une ellipse. Genre vous l'avez lu les garçons. À un moment ils partent en mission pour Spiral. Ils prennent la Spiral mobile, Oui. qui est une espèce de vieille voiture Aston toute Martin, pourrie. c'est Genre ils ont pas de fond en fait chez Spiral. Ouais, c'est pas Le top. mec il a assez de sous pour se faire un fauteuil qui tourne super moderne. Avec plein d'écrans partout. Avec plein d'écrans et tout, il manque juste le chat, tu sais, à caresser. Je suis méchant. Ils ont mis des implants faciaux Mais qui c'est fait que dès qu'ils sont filmés ou pris en photo, en fait, on voit pas leur visage. Voilà. Donc déjà, ils ont des Ils ont des thunes sous. quand même. C'est un peu Ils ont comme des s'il y avait thunes. un Voilà. Arsène Gun Mais dans ils ont le- une mini en fait. C'est vrai, j'ai pensé. Voilà, quand ils partent en mission, ils les foutent dans une mini, donc déjà tu comprends pas. Ah, C'est un peu en fait, pourri c'est ça, de ils bosser chez économisent sur les Spiral. trucs de quoi. merde, comme ça, après, ils ont de la thune pour faire des... C'est ça. J'ai une spirale dans la tête. Et donc ils partent pour cette mission et tout, puis sa super sexy partenaire lui fait, toi tu vas aller au pub. J'avais une question sur ça, excuse-moi, je te coupe. On est d'accord que c'est Huntress, la meuf. En fait, à un moment, il dit son nom, la meuf. Enfin, Non, la- c'est madame, je sais plus quoi, mais Bah, c'est en fait, pas- il dit son nom, c'est Elena Martinelli ou je sais pas quoi. Et donc j'ai googlé parce que dans Arrow, Dans Arrow, c'est elle. oui, dans c'est, Arrow, elle a le nom, c'est Huntress, elle a ce nom-là, donc ça peut pas être un hasard. Ok, Voilà, je pose une question, c'est personne base, n'a c'est pour base. répondre. Bon là, alors bah On va Ben tous sur Garde Internet. T'as kiffé ou pas? Bah en fait, comme disait Steph, il y a pas beaucoup d'intérêt. Le truc c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est forcément relié à Batman. S'il a sa série solo, c'est qu'il va être un peu badass quand même, qu'il va apporter un truc différent de quand il était Robin ou Nightwing ou je sais pas quoi. Et en fait non, c'est-à-dire que c'est un truc d'espionnage basique. On parlait de Velvet dans une émission précédente et en fait
c'était beaucoup plus intéressant. Là, en fait, on se dit juste, en fait, c'est Dick Grayson, mais ça pourrait être James Bond, ça pourrait être n'importe qui. Mais en fait. c'est James Bond, parce que le mec, il fait tout le temps référence à Ian Fleming, à James bien Bond. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas l'intérêt d'avoir pris ce personnage-là pour en faire ça. En fait, ça aurait pu très bien être un nouveau personnage, dire Espion 2000. Attends, 3 fois, on voit il fait des roulades et des galipettes. Non, mais ça, par contre, c'est vrai. Si tu me demandes des points positifs, j'ai trouvé que moi, le dessin, il m'a plu. Et j'ai trouvé que les cases étaient pas mal découpées de temps en temps pour les trucs d'action. Effectivement, tu vois qu'il est acrobate, enfin qu'il était ancien. Il arrête pas de te le rappeler de toute façon. Ancien trapèze. Voilà. C'est un peu le seul. Il sort quelques catchphrases un peu sympas. Bon, ça vaut pas un Deadpool, mais ça évidemment. serait une fille, ce serait une bitch. Parce que si la fille elle passe son temps à dire oh j'ai été gymnaste, tu sais. Ouais, Enfin, c'est vrai. Mais donc moche. voilà, non, j'ai pas vraiment d'intérêt. Je vais pas lire la suite. Et effectivement, pour moi, c'est juste la biche de Batman. On dirait il dit s'il te plaît, tu peux me reprendre, s'il te plaît. Alors, Et c'est tout, avant en fait. que Zef donne son avis, moi c'est vrai que j'ai trouvé que il te raccrochait tout le temps à Batman pour te dire au fait, il est toujours rattaché au monde du Batman. Hein. C'est pour ça que cette série elle va être bien parce qu'à un moment Batman va intervenir où il y aura un truc. Et c'est un peu dommage que. Il balance. D'ailleurs, les méchants sont en train de découvrir les identités secrètes de tous les héros DC. Donc tu vois aussi Flash, Aquaman. Donc effectivement, c'est n'oubliez pas, on est dans l'univers de DC. Hein. Ouais. Cyborg le meilleur. DC. Zef pour conclure. Alors moi sur la série j'ai pas accroché du tout. J'ai pas kiffé plus que ça le. Vous pouvez dire à Zéphirine de s'allonger sur moi en fait. Non mais je suis pas. Alerte au pervers. Non mais j'essaie. Ok alors. T'as un petit alerte au pervers ou quelque chose, non? Non en fait. Il cherche un son. Merci. Tu l'as pas. T'as pas le son. T'as pas trouvé. Allez. Pour le coup, pour la série, moi j'ai. Ok. Merci. Pour le coup, moi j'ai pas trouvé la série extraordinaire du tout. Enfin déjà, Dick Grayson, je suis pas fan à la base. Je suis plus fan de Batman, mais ok. Par contre, pour rebondir sur le côté, il se détache pas de Batman et il rappelle toujours que Batman est là. Je pense. Enfin, si la série continue, je pense qu'ils vont essayer ils veulent juste rappeler au début que c'est ça et au fur et à mesure, ils vont lâcher le truc au fur et à mesure, peut-être lui donner plus d'ampleur par la suite. D'accord. Pourquoi pas pour lui parce que bon. Ouais, au niveau du dessin, c'est correct. Je suis pas méga fan. Je trouve, moi, au contraire, que ça manque un petit peu de dynamisme dans certains combats, mais c'est perso. Oui, mais... après, ouais. Enfin, je parlais du découpage, surtout pas forcément de l'action pure. Oui, d'accord. Au niveau de l'action, je trouve ça pas. Enfin, je trouve ça un peu plat en fait, mais ok. Et puis clairement, non, je ne lirai pas la suite, c'est sûr. Une dernière question Ben, très tu peux courte, dire tu dis je sais pas ce qui se fera dans le futur. Je sais qu'entre l'issue 2 et 3, il y avait Future Ends, donc c'était l'arc de DC sur ce qui se passe 5 ans plus tard. Je l'ai pas lu, donc du coup qu'est-ce qui lui arrive 5 ans plus tard? Il est toujours Grayson au service de... Je sais pas, j'ai pas lu. T'as pas lu non plus Steph? Ok, bon c'est pas. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Non, je déconne. Ouais. Alors, merci pour toutes ces reviews. Non, c'est pas la fin de l'émission. Non, c'est juste il s'auto-répond, les gars. Le gars est un robot. Mais vous savez, je dis épisode 3 ou je sais pas quoi, qu'on était plein dans ma tête. Mais c'est vrai, hein, je suis pas aussi drôle que Deadpool, mais bon, c'est à peu près la même chose. Okay. On vous passe une petite page de pub. Oh là là, de pub. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Papa, j'ai un exposé sur le Netorare. Tu sais où est-ce que je peux m'informer? Bien sûr mon fils, le premier vendredi sur Radio Kawaii, il y a le podcast LOL Japon, présenté par Amo et Concombre, tout sur le Netorare, mais pas que. Anime, manga, jeux vidéo, tout le meilleur de l'archipel. Oh oui, merci papa, tu es le meilleur de tous les papas. LOL Japon, votre podcast sur la culture populaire japonaise, le premier vendredi du mois sur Synops Live et Radio Kawa. De retour dans Comics Outcast, tout de suite on vous fait écouter le petit reportage de Gaylor sur Wonder Woman. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de Wonder Woman et du run qui vient tout juste de s'achever chez DC Comics, un run de 3 ans signé Brian Azzarello et Keith Chang. Alors bon, je dois vous le confesser, à la base, je suis pas super calé sur le personnage de Wonder Woman. C'est un personnage que je connais un petit peu de loin, un peu comme Batman ou Spider-Man pour quelqu'un qui ne lirait pas de comics. Pour moi, c'est un personnage important de la pop culture, bien sûr, qui fait partie de DC, qui est un espèce de mélange hybride à la fois entre la déesse, la princesse, l'Amazone, la super-héroïne américaine. Mais c'est surtout pour moi, ce personnage too much qui porte des slips en drapeau américain, des bottines et qui se bat avec un lasso magique. En gros, une espèce de mélange entre Xena la guerrière et Sailor Moon. Bon, c'est une vision peut-être un peu réductrice, mais ça résume bien mon premier contact avec Wonder Woman. C'était dans les années 80, dans la série télé un peu kitschouille avec Linda Carter, et à y réfléchir, il s'agit sûrement de mon premier contact avec un super-héros féminin. C'est en tout cas le premier super-héros féminin à avoir eu sa série régulière en comics books en 1942. Si un noob de Wonder Woman comme moi connaît l'héroïne, c'est surtout grâce à son statut d'incontournable au sein des parutions DC Comics. Sur le papier, elle fait partie du tiercé gagnant avec Batman et Superman, des personnages qu'on connaît déjà tous pour leurs nombreux one-shots, un peu comme Killing Joke, All-Star Superman. On va pas refaire la liste, il y en a des tonnes et des tonnes. Et justement, en écrivant cette chronique, je me suis rendu compte combien il pouvait être difficile de s'y retrouver et de conseiller une aventure emblématique sur l'héroïne. En zigzagant sur internet, on tombe sur des top 10 qui nous conseillent souvent des runs, les runs à savoir ceux de George Pérez,
ou de Greg Rucka, des histoires qui ont l'air très très intéressantes quand on lit les résumés, mais pas aussi accessibles qu'un Batman Year One ou un Superman Red Son. Et par accessible, j'entends quelque chose d'indépendant de la prod classique et qui compile les origines du perso ou présente un aspect de sa mythologie. En gros, si on veut lire des aventures de Wonder Woman, il faut prendre le train en marche à différentes périodes de son parcours. Puis fin 2011 débarque la vague New 52 et dans le lot, le titre Wonder Woman qui repart du numéro 1 qui semble taillé pour les nouveaux lecteurs. Et c'est pire que ça en fait, après 37 issues signés donc le duo Azzarello et Chiang, c'est peut-être le seul titre qui a vraiment compris ce qu'on attend vraiment d'un reboot aussi massif. Dans cette nouvelle version, Wonder Woman se voit confronté à tout le gratin de l'Olympe. Au cœur du problème, un petit drame familial 3 fois rien, en fait Zeus a complètement disparu, et du coup son trône vacant attire toutes les convoitises. Dans l'équation, une inconnue surgit nulle part, un nouveau-né, énième petit bâtard issu des fornications de Zeus avec des humaines. Et on apprend dans les premières pages du run qu'il pourrait complètement changer la donne puisqu'en fait il est le dernier dieu à avoir vu le jour, et qu'il est aussi le dernier dieu au centre d'une prophétie qui fait de lui l'héritier légitime. Alors je vous préviens tout de suite, ce run n'invente pas la poudre, On est dans un schéma MacGuffin pur et dur, le bébé passe des bras des gentils à ceux des méchants pour revenir chez les gentils, pour tomber dans les bras du grand méchant, tout ça dans des courses-poursuites à travers le monde entier, l'Olympe, les enfers, l'île des Amazones, etc. On est à la frontière de plein de trucs. Il y a un peu de fantaisie, il y a un peu d'horreur, il y a surtout beaucoup de réécriture, des dieux modernisés et réinterprétés pour l'occasion. Et finalement, on ne nous raconte que ça majoritairement, à savoir l'histoire du prochain leader des dieux à travers une longue trame riche en personnages. On y voit les enfants de Zeus, tous pour la plupart des demi-frères et demi-sœurs de Diana. Il y a les ambitieux, les je m'en foutistes, les défaitistes, et forcément Diana, qui à la base est une super-héroïne déjà avec un emploi du temps bien chargé, se retrouve imbriquée malgré elle dans cette lutte de pouvoir, à devoir choisir un camp, protéger le bébé, comprendre ce qui se passe, et aussi protéger la jeune maman qui est une humaine et qui ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Chose agréable pour le nouveau venu, aucun background n'est nécessaire. Mais alors vraiment aucun, et aucune lecture complémentaire n'est obligatoire. Et là je pense très fort à des titres comme Superman ou Green Lantern de l'ère New 52 qui te forcent constamment à passer d'une série à une autre pour lire une histoire complète. Bien sûr, Wonder Woman apparaît aussi dans les autres titres New 52. On la voit dans Justice League, on la voit aussi dans le récent Superman and Wonder Woman, où spoiler elle fait des bisous avec Kal-El, mais aussi on la voit bien sûr dans ce titre principal, où ici on oublie toutes les connexions pour se concentrer sur une autre facette, la figure de la déesse, encore très jeune face à ce panthéon de célébrités. Et elle va devoir faire des choix cruels, elle va devoir mûrir, et c'est ici qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas être l'héroïne qui arrondit les angles et qui sauve tout le temps tout le monde. La Wonder Woman de Brian Azzarello est aussi plus droite dans ses bottines. Elle lutte en cassant des bouches tout autour d'elle, bien sûr, mais elle fait aussi preuve de beaucoup de compassion et de pitié, ce qui peut paraître un brin niais sur le moment, mais qui a des répercussions très intéressantes sur le long terme. Du coup, de mon point de vue de gentil noob du perso, j'étais ravi de découvrir Diana sous un nouveau jour, dans sa mythologie à elle. Mais ce qui s'avère une bouffée d'air frais peut aussi devenir le défaut majeur du titre. À force d'insister constamment sur cette nouvelle façon de présenter Diana, les autres personnages en souffrent et manquent clairement d'épaisseur. Azzarello les empile les uns sur les autres, ils sont très nombreux mais ils manquent clairement de consistance. Par exemple, Firstborn, le grand méchant de l'intrigue, ne fait jamais vraiment peur. Le personnage est décrit comme une boule de haine qui maudit tous les dieux et qui cherche leur mort à tous et tout le temps, mais il ne fout jamais vraiment les chocottes en fait. On pourrait parler aussi de l'intervention des New Gods, d'Hadès, Poséidon, qui ne manquent pas de surprendre à leur première apparition, pour finalement s'éclipser assez rapidement en fait. Hera est l'un des rares personnages par exemple qui parvient à imposer quelque chose de neuf. En gros, c'est une déesse toute puissante, pochetronne, sarcastique, malveillante, et qui à un moment est dépossédée de ses pouvoirs et condamnée à être une humaine. Et du coup c'est assez marrant parce qu'elle doit réapprendre à parler aux gens poliment et à se battre pour survivre. On retient surtout cette version de Wonder Woman pour ce qu'elle apporte au personnage. Un peu comme All Star Superman ou Superman for All Seasons viennent compléter la mythologie du personnage sans rien changer, à savoir apporter une nouvelle casquette et quelques faits marquants. C'est une bonne histoire, bien menée, mais qu'on oublie assez vite en fait. Je dis ça et pourtant Wonder Woman est l'un des rares titres New 52 que j'ai lu jusqu'à sa conclusion. Donc ça se laisse lire, les dessins de Cliff Chiang sont vraiment efficaces, c'est un bon point de départ, mais ce n'est qu'un bon point de départ. Maintenant on attend de pied ferme la version de Grant Morrison et Yannick Paquette, peut-être pour 2015. Wonder Woman, la saga de Brian Azzarello et Cliff Chiang contient 37 issues si on compte les spéciaux. En VO, c'est réparti sur 6 volumes, pour l'instant il y en a 5 de sortie. Et en VF, il y en a 4 dispo chez Urban Comics. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci Gaylor, on passe tout de suite au débat. Alors, cette semaine, on va parler des annulations dans les comics. Alors, je sais que c'est pas super clair. En fait, ces derniers temps, il y a eu pas mal de vagues d'annulations de comics plus ou moins importants. Là, en l'occurrence, on va parler de 2. On va parler de She-Hulk. Et donc la version 2014 écrite par Charles Soule et de Fantastic Four, donc série ultra connue à plus de 600, bientôt 700 numéros, qui sont tous les deux sous le couperet de l'annulation. She-Hulk définitivement, apparemment, jusqu'à ce que quelqu'un décide de faire une nouvelle série 2 semaines plus tard avec son nom, ou alors et Fantastic Four aussi, qui aussi pour d'autres raisons est menacé de disparition. Alors c'est pas du tout les mêmes histoires, c'est pas du tout les mêmes problèmes, mais les deux titres vont disparaître des étagères. Alors pour She-Hulk, est-ce que vous êtes plus ou moins au courant de ce qui va se passer ? Non.
Non. Ben, Zef C'est annulé parce que c'est de la merde. Alors, il y a un peu de ça. Non, je pense que c'est surtout annulé parce que la série a jamais réussi à trouver son public. Voilà, merci. La bonne élève qui écoute, voilà. Merde. Non, alors il y a bien évidemment une histoire de vente, hein, c'est pas plus compliqué que ça. La série a quand même reçu un succès critique pas du même niveau qu'Hawkeye, mais les gens ont salué l'effort de vouloir faire une série un peu sans super-héroïsme, vraiment la vie de tous les jours. Il y a des gens à qui ça a beaucoup plu, seulement c'est devenu un style qui est un peu trop commun maintenant. Donc c'est peut-être arrivé trop tard. Du coup, est-ce que c'est le genre de style, est-ce que c'est le style de comics qui vous plaît Steph Non, oui, je dis moi Steph. Non, mais je vais pas couper ça après. Non, vas-y, galanterie. D'accord. Bon, quelqu'un Ok, j'y vais alors. Non, vas-y. Ok, je vais réussir. Non, moi je trouve que ça fait un moment que Marvel essaye de faire des titres avec des personnages féminins forts, mais en enlevant ce qui en fait des personnages féminins forts, c'est-à-dire en essayant de les mettre dans la vie de tous les jours, genre Black Widow. Je suis une super héroïne, je fais des contrats un peu badass et tout, mais ma voisine elle se fait taper, je fais genre j'aime pas les gens mais j'adopte un chat, tout ça. Et du coup, ils essayent de cibler un peu les nanas, je pense, et en fait, les mecs aiment pas forcément ce genre de titre et les nanas non plus parce que moi quand je lis Black Widow j'ai envie qu'elle soit badass, j'ai envie qu'elle tape des gens, j'ai envie qu'elle ils essaient de faire de toucher aux deux marchés, on va dire, de plaire aux mecs en essayant d'avoir un peu d'action mais en fait il n'y en a pas, et de plaire aux nanas en essayant d'avoir une vie un peu peut-être trop normale, et en fait ça avait bien marché avec Hawkeye, mais Hawkeye ce qui était sympa c'est qu'il avait la loose. Quand il dit putain je suis un des seuls Avengers sans pouvoir, j'ai la loose, quand je drague des meufs dans la rue ça marche pas, c'est fun, on rigole. Quand She-Hulk, elle te dit putain comment je vais concilier ma vie de super avocate et le fait d'avoir la peau verte et que comment je vais choisir un tailleur et tout ça, mais tu t'en fous en fait. Moi personnellement je m'en fous quoi. Non mais c'est vrai, c'est parce que quand tu lis un comics t'as pas forcément envie de voir ta vie, je sais pas, t'as envie de voir un truc qui va te faire penser à autre chose. Oui parce que Stéphanie a la peau verte aussi, on le sait pas. mais moi c'est pas pareil, c'est parce que je suis Poison Ivy en fait. Est-ce que c'est un style, vraie question, est-ce que c'est un style à part entière, c'est-à-dire tu disais qu'il y a plusieurs comics un peu à la mode en ce moment, genre la life des gens. J'ai l'impression que c'est un style qui a tellement été montré avec Hawkeye, parce que Hawkeye il s'est pris des prix mais partout. Non mais Hawkeye déjà que maintenant les gens essayent, et Marvel essaye de le mettre à toutes les sauces. Et je demande avec Daniel. Je demande si c'est un style à part entière, parce que moi ce que j'ai kiffé dans Hawkeye, au-delà du dessin et des histoires cool, etc., c'était aussi le fait que je lis pas d'autres BD Hawkeye, mais j'ai vu Avengers comme beaucoup de gens, et du coup ce qui m'intéressait c'était justement de voir la vie privée d'un gars que j'avais vu défoncer des méchants, tu vois. Du coup je me dis, si quelqu'un sur Black Widow, je pense que le truc de sa life à elle toute seule, si elle fait rien d'autre que sa lessive et caresser son chat, c'est intéressant. Oui, que non, Zéphiriel. Bref, enchaîne. Ok, c'est intéressant que si sur un autre support, comics ou autre, tu la vois défoncer des gars ou, comme dit Steph, faire des trucs badass. Sinon, je vois pas trop l'intérêt du standalone, quoi. Steph ? Moi en fait, le truc que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai oublié, mais pour le coup, ce qu'il y a, c'est que ce type de comics à la base, Hawkeye je l'ai pas lu, c'est un truc que je me dis qu'il faut que je lise effectivement parce que tout le monde m'en dit du bien, mais moi ça m'intéresserait vachement en fait effectivement de lire la vie d'un super-héros en dehors de sa vie de super-héros. Maintenant, si c'est que ça, et pour faire la référence à Black Widow par exemple, c'était sympa, mais c'était effectivement assez merdique dans le fond parce que il n'y avait pas de plot de long, il y avait rien qui se montait derrière en fait. On avait l'impression de vraiment voir sa vie de tous les jours qui est effectivement je suis super badass, mais en fait je remplis pas mes contrats parce que je nique le gars que je devais sauver, et je le tue, et à côté de ça je suis super sympa parce que j'aide ma voisine. Mais, effectivement ça on s'en fout, il n'y a pas de profondeur dans le personnage. Storm au final c'était pareil, il n'y avait pas énormément de profondeur, on la voyait sauver une personne dans les égouts, puis au final on s'en battait les couilles. Puis c'est trompé surtout. Et tous ces trucs là ils sont pas annulés. Non mais c'est Storm c'est pas loin, c'est pas si loin que ça, hein. Black Widow, on discutait tout à l'heure, tu disais que ça avait un peu plus de vendu. Les chiffres que j'ai réussi à récupérer, en gros, c'est que dans un mouchoir de poche se trouvent chez Marvel toujours, les BD de Storm, de She-Hulk, de Captain Marvel et de Black Widow. En gros, par semaine, chacun de ces titres vend entre 20 et 25 000 copies. En gros, c'est ça. C'est très très peu, sachant que, par exemple, Walking Dead, quand il sort aux États-Unis, il fait 130 000. Donc c'est juste pour... Et un Axis, il fait 80 000. Je veux pas lancer... Adrien qui donc il dit que Walking Dead c'est la plus grosse vente. Oui, mais quand même c'est juste pour donner un ordre d'idée, c'est juste pour montrer que 21 000 c'est beaucoup, mais
pour Marvel, c'est pas assez. Je veux pas lancer un débat homme-femme, sexisme et tout, mais là les 4 titres que tu as dit juste Oui, avant, ce sont des c'est femmes. que des leads féminins. Alors, Est-ce oui, que pourquoi Non, alors, dans les références que j'ai eues, c'était aussi l'axe, c'est-à-dire que D'accord. on prend des exemples de bandes dessinées féminines parce que c'est un genre qui réémerge. Mais je pense que c'était une volonté clairement de la part de Marvel de faire des titres avec des personnages féminins forts pour dire les filles elles ont envie de lire des séries avec des filles. Oui d'accord, mais ce que je veux dire c'est que là on dévie un tout petit peu du débat, s'il n'y a pas que ces séries là qui sont annulées. Enfin, genre, est-ce que c'est pas parce que c'est une série avec un lead féminin que c'est annulé? Non, c'est juste que la série se sert d'une ficelle qui a été faite il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans, 2012, et qu'elle arrive à un moment où il y a plein d'événements, il y a plein d'autres séries solo, et que est-ce que ça ne... Enfin, peut-être que ça noie un peu le titre. Je pense que ça empiète en fait sur justement les événements qu'il y a à côté, Axis, tout ça. Le truc, enfin dans les séries que tu as citées, je pense qu'ils ont peut-être dû faire un choix à un moment en se disant ok, ça coûte de l'argent, tout ne rapporte pas assez, qu'est-ce qu'on annule au final et qu'est-ce qui est peut-être le moins intéressant ou qui a le moins de portée en fait. Enfin, Storm, c'est quand même un personnage ultra connu, central pour les X-Men, c'est un mutant oméga. C'est un peu plus dur de se dire ok on va annuler ça. C'est comme dire on va tuer Wolverine. Ah merde ils l'ont fait. Mais sinon c'est She-Hulk, je pense qu'elle a moins d'impact. Jeu de mots tu l'as ou pas sur Hulk impact. Oh putain. Explique pas. Non voilà. Bon, on passe à je pense du coup qu'elle a un peu moins d'impact sur le côté fan service entre guillemets que sur le reste en fait. Black Widow oui on a envie d'en voir parce que c'est un peu du fan service, on la kiffe, elle est bonasse, on a envie de la voir badass. Storm c'est un peu pareil, on a envie de la voir en plus elle est ultra sexy tout ça, t'as tout ce côté là. She-Hulk, il y a peut-être un peu moins de fan service à ce niveau là, donc pourquoi pas annuler cela plutôt que quelqu'un d'autre quoi. Bah, justement, est-ce que c'est pas une bonne idée chez Marvel? Enfin, à la base, je conteste pas l'annulation parce que j'ai lu que 3 BD, j'ai trouvé ça cool, mais sans plus. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, excusez-moi. Le fait de sortir un vieux personnage des tiroirs et de le mettre en avant avec la même ficelle qu'un personnage sur qui ça a marché, est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que c'était perdu d'avance? Je pense que c'était une bonne idée. Je pense en fait les gars ils ont fait comme au tiercé en fait. Ils ont fait plusieurs grilles en se disant il y en a forcément une qui va faire le gros lot et derrière on va pouvoir enchaîner quelque chose. Je pense que c'est un peu ça. Ils se sont dit bon on va tout faire. Il y en a une qui va être très bonne. Bon bah She-Hulk tant pis c'est pas son cas puis on l'annule quoi. Bah ça. Juste j'ai une question. Depuis tout à l'heure on fait des spéculations. Donc il n'y avait pas de version officielle de pourquoi ils ont annulé telle ou telle série en fait. Ils expliquent ou pas quand ils annulent des séries? Non. Et donc en fait tu donnes pas de compte, enfin t'es Marvel, tu non mais pour dire voilà juste ça fait pas assez de ventes. Non tu dis juste on est désolé mais la série s'arrêtera au numéro 15, c'est tout. Non mais je pense que derrière il y a un vrai constat économique quoi. Genre ça coûte cher, on doit annuler quelque chose. Oui mais c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, ils ont une raison mais je veux dire c'est chiant qu'ils donnent pas une raison officielle, ne serait-ce que dire ça se vend pas justifié hein. Non bien sûr mais du coup c'est frustrant. Non mais voilà, mais après toi en tant que consommateur tu sais très bien comment ça marche. Si ton produit préféré t'es seul à acheter puis le truc n'existe plus, il y a 2 raisons, c'est soit il y avait un truc chimique dégueulasse illégal dedans, soit c'est que ça n'a pas marché sur le grand public. Mais là c'est à mon avis c'est clairement ça, enfin ou alors ils ont viré un auteur ou mais il y avait des titres qui marchaient pas spécialement et à qui on a donné plus de numéros. Par exemple quand tu lis les Thunderbolt, le dernier relaunch, c'est mauvais, mais c'est super mauvais. Et pourtant 32 numéros. Et mais c'est toujours pas. Et du coup, est-ce qu'ils avaient changé un peu l'équipe, tout ça, pour essayer ils ont essayé. Enfin, ils ont essayé de changer les persos, ils ont essayé de changer les dessinateurs, ils ont essayé plusieurs fois, mais c'était super mauvais. Après, justement, rien ne dit que She-Hulk ne reviendra pas sous une autre forme avec un autre auteur. Ce sera un numéro 1, mais en fait, ça, c'est une autre technique, ça. Ils aiment bien les numéros 1. Et justement, est-ce que c'est pas justement pour la relancer une deuxième fois? Enfin, une deuxième fois. Non, c'est pas vrai. Il y a, excuse-moi, 140 issues avec son titre chez Marvel depuis le début. C'est la femme super-héroïne qui a le plus de comics à son nom à ce jour. On va pas se plaindre alors. Ils se sont pas rendus compte que c'était de la merde à force de le relancer comme ça ou pas? Bah je sais pas, quand tu aimes quelqu'un, quand tu y crois, je sais pas, enfin je suis pas dans la tête des execs de Marvel mais bon. Cela dit, pour parler d'une autre série qui est annulée, les 4 Fantastiques, enfin Fantastic Four, oui, pour le coup, même s'il n'y a toujours pas de raison officielle de Marvel, il y a des rumeurs qui disent que ça serait par rapport au film. Genre le film qui sort l'année prochaine, vu que c'est par un autre éditeur, donc la Fox,
ils ont pas envie de promouvoir, donc ils arrêtent le comics en fait. C'est drôle parce que tu dis ça comme si ça vient de toi, alors qu'en fait c'est sur mon putain Bah de oui, mais t'en conducteur. parles pas. Alors ouais mais on va vite fait finir là-dessus d'ailleurs. Donc l'autre exemple que je voulais prendre par rapport aux émissions de comics, qui est donc totalement différent, donc Ben l'a bien rappelé, c'est une histoire de droit au niveau des films de la Fox et donc des comics de Marvel Comics, et qu'il y aurait un conflit d'intérêts entre les deux parce que Marvel, alors tout ça c'est du conditionnel parce que moi je n'ai pas les clés, c'est juste ce qu'on entend depuis un peu plus d'un an. Marvel voudrait plutôt couper l'herbe sous le pied à la Fox pour que la Fox n'ait pas beaucoup de matériel en fait à utiliser dans leurs films. Et c'est aussi un peu la raison pour laquelle le film va partir sur une histoire qui est complètement originale, qui reprendra les noms, mais les histoires seront complètement originales, alors qu'il y a encore, comme je disais tout à l'heure, plus de 600 numéros pour cette série. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de technique, justement, on retire le hochet de la main du bébé alors qu'il veut faire son petit... Moi je trouve ça un peu pourri dans l'idée, mais ça reste le côté marketing de la chose. Maintenant, c'est la rumeur, tu parlais de lettres qui avaient été envoyées aux auteurs, machin et tout. Oui. Alors, pourquoi pas ? Enfin, après tout, c'est une technique de putasse, hein, pourquoi pas, on peut le faire. non, mais il faut le dire. Maintenant, je trouve ça un peu débile. Genre, ce qui fait de la pub dans un sens, fait de la pub dans l'autre. Genre maintenant, une fois que le film sortira, parce qu'il sortira, qu'il y ait des comics ou pas, ça fera quand même de la pub aux comics. Et donc, autant qu'ils en profitent l'un l'autre. En fait, eux, ils se privent d'une série qui vend, malheureusement. Alors, elle vend de moins en moins. Ah, ok, bah écoute. Il y avait déjà des baisses mais aux bon, États-Unis. s'il y a 700, 800 numéros, c'est que il y a quand même une base fan qui est là. Alors quoi, Stéphanie va me soutenir là-dessus. Il y a eu combien de relaunch là ces 3 dernières années pour les Fantastic Four? Il y en a eu trop en fait. Voilà. Il y a C'est un bon chiffre. Oui, c'est sympa, vu comme ça j'ai passé le truc et ni vu ni connu. Mais non, il y a eu même une série FF dessinée par Alred où en fait c'était ils avaient autre chose à faire, donc ils passaient leur costume et ils passaient leur QG à d'autres en fait. Donc il y avait notamment Medusa qui revenait. Il y avait la copine de Johnny Storm. Il y avait She-Hulk aussi. Il y avait She-Hulk aussi qui était là. Faut bien la mettre quelque part. Hein. Et non, puis ils leur ont même inventé des problèmes parce que quand même, les Fantastic Four, c'est quand même la famille idéale avec la maman blonde, les 2 enfants qui sont mignons, papa qui travaille, tout ça, enfin voilà. Et là, récemment, ils ont eu des crises vraiment de couple et tout ça. Ils s'entendaient plus, ils étaient fâchés un peu comme au moment de Civil War et tout ça. Mais ça, ils nous l'ont déjà fait, donc finalement, on s'en fout. Donc si, ce qui était sympa, c'est quand leur fille Valeria, qui a quand même été accouchée par Dr Doom, finit par dire putain vous me faites chier, je vais aller avec Doom, c'est mon tonton, je l'aime bien et tout. D'adolescence. Bah non, parce que il la dessine encore comme si elle avait 8-10 ans, donc ce qui change, c'est une sale mioche en fait qui fait chier tout le monde depuis qu'elle. C'est un petit peu malsain quand même de se barrer avec un vieux scientifique qui a un masque en fer. Oui, il a juste 60 ans en soi. Enfin plus de 60 ans. Zef, toi tu penses quoi de... Enfin non, t'as déjà parlé en fait. Non, ouais, je voulais juste dire que tu demandais si c'était bien qu'ils leur coupent l'herbe sous le pied et qu'ils donnent pas de matière pour faire de nouveaux films et que du coup ça allait être original. Bah moi je trouve ça bien, parce que vu qu'on a refait les histoires, au moins, peut-être qu'ils vont se planter, que ça sera de la merde, mais au moins ils ont la chance, enfin d'ailleurs ils ont pas le choix, de faire un truc qui sort de nulle part et peut-être que ça sera bien. On sait pas. Non, on sait. On ne sait non, pas. Mais, non, on sait. Attends, tu parles au niveau du film là? Oui. Ah oui. Non mais là pour le coup, c'est rare que je sois d'accord sur un film avec Ben, mais pour le coup, je suis assez d'accord sur son postulat de dire ok les gars, on part sur tout à fait autre chose et puis on l'assume et puis go quoi, ça peut faire un truc cool. De toute façon les 2 premiers films étaient merdiques, on peut pas faire pire que ça. C'est vrai. Alors. Si on peut faire, si. Bah il y a Deadpool dans. Oui mais c'est pas encore un film à part entière. Non, Deadpool dans Wolverine. Non, je sais. D'accord. Alors, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous pensez que la meilleure idée pour éviter qu'une série soit trop lassante, qu'elle se fasse couper au milieu de ses histoires, ou alors qu'elle soit juste trop fouillée, qu'on ait 600 numéros, faire juste des runs plus courts, c'est-à-dire que les auteurs et les illustrateurs annoncent directement, on en fait 4, on en fait 8, on en fait 10, on en fait 20, ainsi de suite, mais quelque chose finit pour que, un peu comme ce dont on peut se plaindre pour les séries télé ou les sagas de films, que ça parte pas en couille, quoi, juste que le mec il sait exactement par quoi il va commencer et par quoi il va finir, comme ça tout le monde s'y retrouve et... En fait, au final ils le font déjà, non? Je fais un arc qui va de tel numéro à tel numéro, je fais un autre arc qui va de tel numéro à tel numéro. La seule chose qui change, c'est la numérotation. Oui, mais... Parce qu'entre temps, il passe la main à d'autres auteurs, il passe la main à d'autres dessinateurs, et finalement, ça devient une autre série, c'est juste la numérotation qui reste, non? Il faudrait des espèces de one-shot, en fait, avec des points d'entrée faciles, où les gens puissent avoir un début, une fin, et que souvent, tu as des lecteurs qui veulent commencer des séries, et ils font... Oui, mais c'est ce que je dis. Ils le font
genre à l'intérieur de la série complète, ils le font en faisant des petits arcs, en faisant des petits events, Axis, machin et tout, bon, qui impliquent d'autres choses à côté, je suis d'accord. Mais t'as trop de choses à lire, ça ça, s'imbrique et tu dois jumper d'un truc à l'autre, c'est chiant. Il faut penser au côté commercial. Genre, effectivement, s'il y a beaucoup d'events et qui se croisent, c'est parce qu'ils veulent faire lire beaucoup de choses aux gens et leur faire acheter beaucoup de choses. Ils peuvent faire les deux. Tu peux avoir des trucs et tu peux à côté avoir des one-shots que tu peux lire comme ça, comme tu lis Deadpool X-Force et t'as pas besoin dépendant de l'autre. Oui, mais je veux dire, ils en font pas souvent qualitativement des bons one-shots. Genre X-Men No More Humans, c'était pourri. Les gens ils veulent lire du X-Men parce que t'as 60 ans de continuité, tu peux jamais rentrer dedans, c'est toujours super compliqué à commencer. Et là ils te sortent un one-shot et t'arrives et c'est chiant. C'est mal écrit. Ouais, mais justement c'est ça le problème. Si on fait des petites séries de 4-5 numéros, au final le premier numéro, le deuxième numéro c'est chiant, bah au final le reste sera pas lu. Donc est-ce que si tu fais un event qui implique plusieurs choses, comme ils font aujourd'hui, même si c'est chiant, tu vas quand même le lire parce qu'au bout il y aura peut-être un truc qui sera plus intéressant pour la série originale et ainsi de suite. Donc il va toujours te ramener en fait à l'event en fait. Genre. Ça veut dire au lieu de taper 3 numéros chiants, tu tapes 70 numéros chiants. Exactement ça. Exactement. Et on va finir là-dessus parce que c'est un peu la nature du comics. Pourquoi on fait cette émission? Alors. Putain mais ce rire démoniaque, putain, plus personne ne parlait. Eh ben, on en est où là? Ah oui, là. D'accord, on va passer en pub. Non, une petite pièce de pub d'abord, excuse-moi. À tout à l'heure, tout de suite. Morceau choisi, c'est un podcast hebdomadaire de 30 minutes de musique pioché dans ma collection personnelle. Pas de genre de prédilection, juste une envie de partager avec vous toute la musique que j'aime, avec l'espoir avoué de vous faire découvrir de nouvelles pépites. Morceau choisi, c'est tous les lundis matins dès 7h, exclusivement sur Radio Kawa. Alors Jacques, le lundi matin, avec ou sans morceau choisi? Avec. On va passer au Hollywood. Donc cette semaine, comme je le disais, dans le sommaire, il y a à peu près 47 minutes, je crois. On va parler de Constantine, pardon. Donc à la fois du personnage général dans les comics de DC Comics. Et sur NBC, la série qui a commencé donc cet automne, on est à ce moment-là au 5e épisode. Cette semaine. Voilà, alors qu'est-ce qui nous présente ça très rapidement? Qui est Constantine? Qui est Constantine? John Constantine. C'est moi. Non, c'est pas toi. John Constantine, c'est un super magicien, dark magicien, qui est apparu en fait dans Swamp Thing dans les années 85, dans l'épisode 37, si je lis bien ma note. Les années 85. Les années 85. Merci, monsieur. Dans les années 80, en 1985, monsieur, juin 1985. Et après, en fait, après ça, il a réussi à avoir sa propre série, donc Hellblazer. En 1988, créé par Alan fucking Moore, monsieur, quand même, la gloire. Et alors pour le petit détail, en fait, c'était une série qui est sortie qui était assez dark, dans le sens où elle allait à l'encontre de tout ce qui était la Comics Code Authority, en fait, tout ce qui était non autorisé dans les comics, ils l'ont mis dedans, en disant bah là, c'est un personnage qui est méchant, qui fait pas que le bien, c'est pas le bien qui gagne tout le temps, il fume, il jure, il est extrêmement sarcastique, donc il y a plein de choses comme ça. Et du coup à l'époque le Comics Code Authority qui était le gros truc du comics et qui est autorisé ou pas les comics à l'époque, a dit bah non les gars, faut arrêter ça. Et DC Comics en fait a dit bah on va continuer cette série. Et ils ont très bien fait puisque la série a continué jusqu'au numéro 300 et ça a repris avec le relaunch de New 52. Non, ça a pas repris. Ça a pas repris. Denied. Vas-y, explique alors. Non, ça a pas repris. C'est-à-dire que ça s'est arrêté au numéro 300, le Constantine qu'on connaît, et après il y a une espèce d'ersatz de Constantine qui est arrivé dans la continuité du monde DC, et c'est juste pourri. Ça n'existe pas en fait. Oui, bon voilà. Voilà, remise en place. Pour moi, si j'ai repris, c'est un nouveau Constantine. Et donc alors, 2-3 publications notables de Constantine, peut-être à conseiller pour les personnes qui connaissent la série ou qui connaissent le personnage, ou le film avec Keanu Reeves, mais qui voudraient... Moi j'avais commencé la série avec Scab, parce que quand je suis allé voir ma vendeuse de comics, elle m'a dit qu'il faut commencer avec ça parce que c'est très bien, et j'ai vraiment apprécié, donc Scab je recommande. Et toi Steph, une ou deux séries à recommander? Ça c'est ce dont tu as parlé, Zéphiriel, en fait c'est les derniers runs de Camon Couli au dessin qui est très très bon, mais si on veut lire dans les premiers, et si on aime bien Corben, on peut lire Hard Time qui est excellent. Corben, voilà. Pardon, c'est pas du tout. Oh merde. Mais tu lui ressembles en plus. Oh, c'est raciste. Non, t'as une vraie, t'as un micro pareil. Alors, est-ce que à ce moment-là, Ben, tu peux nous présenter rapidement la série, la série NBC? Non.
Si. Donc série de NBC qui, comme tu l'as dit, a commencé cet automne. Le showrunner qui s'appelle, j'ai oublié son nom tellement c'est insignifiant, Daniel Cerrone, qui en fait a le titre de showrunner. Mais je pense que le mec derrière ça, c'est surtout David S. Goyer, c'est le scénariste qui a notamment, attention, Joe Vaguelet, scénarisé Blade 2, Cacaboudin, la trilogie des Dark Knight de Nolan et le magnifique Man of Steel et son meilleur travail, le sublime Batman Superman à venir. Donc voilà, c'est lui qui donc est au scénario et les acteurs. Donc c'est Matt Ryan qui joue John Constantine, qui a été vu dans Esprit criminel. On s'en fout. Ensuite, il y a aussi son pote Chaz qui est joué par non c'est important, qui est joué par Charles Alford, qui si vous avez vu True Detective c'est Reggie Ledoux. Voilà. Et un putain d'ange boring joué par Harold Perrineau qui joue What's my son dans Lost. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le casting. Ouais. Il y a aussi sa sidekick féminine qui en fait il y avait une meuf présente dans le pilote qui a été remplacée à partir de l'épisode 2 pour diverses raisons. Elle était pas assez bonne. Je sais pas, mais elle était un peu boring. Voilà, ça va rien, en fait. Donc voilà, donc la série, donc comme on le disait, c'est sur John Constantine qui est expert en magie noire, qui apparemment a eu une petite galère quelques années plus tôt. Il y a une petite ça me fait galère. Tiens, il y a un démon à ma porte. En fait, il y a une fille qui a été enlevée par un démon et en gros, c'est un peu la casserole qui se trimballe. Il essaye de l'oublier en se. Mais attends, mais laissez-moi pas. Laissez-le finir. Il essaye de l'oublier en faisant mettre des électrochocs dans un asile. Ça, c'est ce qu'on voit au tout début du pilote. Et en gros, voilà, c'est un peu sa life de tous les jours. Il voit un méchant, il va le rencontrer, il trouve le sort pour le niquer et il le nique. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'un arc général présenté. Donc la fillette en question qu'il essaye de sauver. C'est un peu le truc qui va faire la saison, je pense. Mais par contre, à chaque épisode, ce qu'on appelle Freak of the Week, c'est-à-dire un épisode, un méchant qui rencontre au début de l'épisode, il trouve le moyen de le niquer, il le nique, et l'épisode suivant, etc. Et entre deux, il trouve un truc qui répond à ses problèmes personnels. Voilà, il les ignore jusqu'à la fin et voilà. Donc c'est, si tu me demandes mon avis, ou pas? Je sais pas. Vas-y. Oui, si. Je trouve ça sympa. Encore une fois, vous allez me gueuler dessus. Je vais dire qu'il y a plein de clins d'œil. Moi, j'aime beaucoup les clins d'œil. C'est pas ce qui fait la série, effectivement. Je trouve pas ça ouf. J'aime bien le personnage principal. Je trouve qu'il a une bonne gueule et qu'il fait un bon Constantine. Certains diront que c'est pas forcément. Et toi donc fidèle à l'original. Non mais oui. Mais moi, je trouve qu'il est bien. Comme disait Zef, il est cynique. Il s'en fout un peu. Il est un peu désabusé. Il est badass à certains moments. Donc l'acteur est cool. Il y a des clins d'œil. L'univers est pas mal posé. À part les effets spéciaux qui sont pourris, c'est pas mal. Zef, qu'est-ce que t'en penses rapidement? Je suis... Attends, c'est la deuxième fois, mais je vais être du même avis. Oh la vache, marions-nous putain. Non, moi j'aime beaucoup, enfin j'accroche à la série, vraiment. Alors, j'explique juste. Tu te colles. Zep était allongé sur Ben et Ben a repoussé le micro juste pour qu'il soit. C'est vrai, ça. Oh là là. Gêne. Awkward. Donc, malaise dans le studio. Donc pour le coup, oui, moi j'aime beaucoup la série. Je kiffe vraiment le style, le Constantine, enfin l'acteur pour moi est vraiment très bon. Enfin, je kiffe vraiment le truc. Ok, il fume pas, machin. Bon, à mon avis, c'est un problème de loi là-dessus, mais bon. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup les histoires. J'aime beaucoup le côté démoniaque qui prend un peu plus d'importance au fur et à mesure des épisodes. Il y a un grand truc qui va arriver, on le sent. Moi je regarde et j'apprécie que ça regarde et je suis déçu d'avoir appris que ça allait peut-être s'annuler. Spoiler. Et toi Steph, est-ce que tu regardes déjà? Oui, je regarde. Et oui, c'est Constantine, je regarde forcément. Mais non, mais c'est vrai, il est magicien, il est dark, il a un impair, tout ça, forcément je regarde. Bon, il est blond, ça c'est un problème, mais c'est pas grave. Non mais c'est fidèle au comics. Il est blond dans le comics. Oui, non, il est blond dans le comics, qui n'était pas à Keanu Reeves, qu'on lui a reproché d'ailleurs dans le film. C'est de Keanu quoi. Bon, oui, non, mais il n'était pas blond, donc tout le monde a gueulé, putain il est pas blond. Mais je trouve que quelque part, il le faisait bien, le mec dégueulasse qui utilise les gens. Et que... Non mais on va me lancer des pierres à partir de demain, mais voilà, j'assume. Non, maintenant là. Non, parce que salut des pierres. Non, merde, pas les pierres. Et donc la série en ouais, voilà, non, c'est plutôt pas mal, mais moi, quand je regarde une adaptation, j'aime bien que ce soit fidèle aux comics, donc forcément, j'ai commencé en regardant, parce que je suis relou, vous avez tous compris déjà, que je suis, voilà, moi, Chaz, ça me fait chier qu'il l'ait traité comme ça, il y a plein de choses qui ont changé, les nanas qui sont dans le comics, c'est juste des bonasses qui servent un peu à rien. Bienvenue à la télé américaine.
Ouais, mais elle pourrait un peu servir à quelque chose, parce que Est-ce que tu peux revenir juste sur le Chaz, faire vite fait la différence entre ce qu'il est dans le comics et ce qu'il est dans la série? Pourquoi ça peut poser problème? Dans le comics, en fait, Chaz, c'est un des seuls persos, qui a pas de pouvoir et qui est vraiment le contrepoint de Constantine, parce qu'autant Constantine peut être manipulateur, se servir des gens, machin. Chaz, c'est son bon pote d'enfance et il le tirera toujours des mauvais pas qu'il peut faire, même si ça lui coûte à lui sur son mariage, sur son temps, sur machin. C'est un gars tout simple qui est chauffeur de taxi, mais qui arrive à 4h du matin, il l'appelle, il lui dit je suis avec un démon, il est en train de me faire chier, Chaz il arrive quoi. C'est la bonne poire. Même s'il doit mourir, il va le sauver. C'est bitch. C'est un peu son Grayson. Sauf que dans la série, en fait, c'est un mec, tu comprends pas, il meurt, tu fais putain, il meurt dès le premier épisode, et non, il revient, il est immortel. Tu fais, c'est quoi? Du premier épisode. Bah ok, on zappe ou on regarde? Moi je regarde, j'aimerais juste savoir, je me suis renseigné dessus, mais il y a Guillermo del Toro qui en 2012 parlait de refaire un film Constantine avec un truc avec Zatanna et Swamp Thing. Alors, je sais pas où en est le projet. Sachant la liste qu'on avait... excuse-moi. Joe fait des trucs bizarres. C'est Justice League Dark. Sachant que... Non, mais il voulait faire un truc juste Constantine, mais avec ça, en fait, un rapprochement Zatanna. Sachant la méga liste qu'il y avait, Constantine n'en faisait pas partie. Après, bon, ils ont jusqu'à 2020 pour en rajouter en glisser une vite fait. Et rien ne les empêche de faire des choses qui soient... de l'univers, hors de l'univers de la télévision, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, ils avaient annoncé Man of Steel alors que Smallville était encore en... Oui, c'est décorrélé, oui, bien sûr. Voilà, c'est pas impossible. Ils peuvent toujours, comme je disais, il y a encore 6 ans jusqu'à 2020. T'inquiète, on aura plein d'annonces encore bizarres. Ça, y a pas de souci. Donc, on va parler vite fait des audiences parce que c'est pas ouf. On est d'accord. NBC, c'est quand même un putain de gros network qui, je vous rappelle, passait The West Wing, qui est la meilleure série du monde après The Wire. T'as des comics? Oui, c'est ma référence. Il devrait y avoir des comics West Wing, putain, c'est tellement ouf. Non, premier épisode, 4,2 millions de téléspectateurs, ce qui est très mauvais déjà pour un lancement. Ils l'ont encore gardé. Épisode suivant, 3 millions de téléspectateurs et c'est remonté un peu effectivement, comme disait Ben hors antenne. On est à 3,5 millions pour le 4e et donc c'est vrai que ça peut encore monter, sauf que NBC a dit fuck this shit. On va couper le truc pendant qu'il est encore en vie. Pour faire plus de 100. Non, en gros, voilà, ils vont arrêter la série à 13 épisodes. Ça te fait quoi, Ben? En gros, au tout début... 12 La saison. Ah, donc il y aura peut-être une suite. Ah, la bonne nouvelle. Au tout début, quand le pilote n'avait pas encore été diffusé... Quand les pilotes n'avaient pas encore été diffusés, c'était prévu sur 13 épisodes. Ouais. Ensuite, ils ont été chauds, ils ont fait, vas-y, on est chaud, on met 9 scripts en plus, donc c'est passé à 22, alors que le pilote n'était pas diffusé. Ouais. Maintenant le pilote est diffusé, il y a eu quelques épisodes et ils vont en fait on n'est pas chaud. Et du coup plus que 13. Alors ça sent mauvais effectivement, ça semble logique, ça pue donc on raccourcit, mais je parle de télé, mais ce que je trouve qui peut être une bonne chose, c'est que les mecs vont se dire ok les gars en fait on vient de nous couper l'herbe sous le pied. On n'a plus que tant d'épisodes pour raconter tout ce qu'on voulait raconter. Donc est-ce qu'on n'y crée pas tout ce qui était pourri et on laisse l'essentiel parce qu'en fait les gars on veut une saison 2 parce qu'on a envie de bouffer en fait. Donc peut-être que non, peut-être que ça va vraiment se casser la gueule et qu'il n'y aura pas de saison 2. J'espère pas, ce serait cool qu'il y en ait une. Mais par contre moi j'ai un petit espoir en me disant ils vont reprendre le truc et se dire ok on va mettre juste l'essentiel pour mettre la gomme, en mettre plein la gueule et pour sauver la série. Ah si seulement c'était Agents of Shield et si seulement c'était ABC qui avaient une tonne de fric et qui s'en foutaient des audiences. C'est la première fois qu'il y a une série de super-héros sur NBC, non. Donc on sait pas comment ils vont gérer le truc. On a oublié juste de dire un truc, excuse-moi, sur Constantine qui est hyper important, c'est qu'il arrête pas de fumer tout le temps dans le comics. Si on l'a dit. Ah pardon, voilà. excuse-moi, j'écoutais pas. Et donc Zef, toi, tu penses quoi de l'arrêt probable de la série, enfin en tout cas de son raccourcissement et de son arrêt probable? Au vu de la dernière info d'Adrien, je pense que les gars ils se sont dit ok ça fait pas assez de fric mais on va arrêter à 13 plutôt que faire 22. Et je pense que si c'était l'info de base et en se disant ok on part sur une série de 13 épisodes et en fait on revient à ce qu'on avait dit, c'est peut-être une bonne info et je pense que une saison 2 pourrait poindre son nez et j'aimerais vraiment les gars s'il vous plaît faites une saison 2. Quand une série commence c'est souvent 13 donc c'est pas... Oui c'est pour ça, c'est pas extrêmement négatif au final. Donc je m'attendais à un truc plus sec je vais dire au niveau de la coupure, mais au final si on fait 13 épisodes et que comme disait Ben ils arrivent à condenser le vrai plot de la saison sur 13 épisodes en se disant ok on n'a plus que ça à faire, ça peut partir vraiment bien, surtout que le dernier épisode était vraiment vraiment cool pour le coup. Et toi Steph alors tu continues? Non, moi je suis plutôt assez d'accord avec mes petits camarades, c'est pas mal, c'est plaisant à regarder.
Donc pourquoi Voilà, pas. voilà. Alors je me suis pas trop renseigné, je sais vraiment pas si ça va passer en France et quand, mais on espère peut-être, hein, ils ont bien fait Gotham sur la VOD TF1, pourquoi pas l'avoir prochainement sur un autre truc, mais... C'est vrai que ça fait un peu série de TF1, je sais pas trop pourquoi, mais je Parce que c'est mauvais sur TF1, ouais. Non, je sais pas, je sais pas quand tu le dis. Parce que c'est du one shot. Je sais pas, non mais tu vois même Arrow, ça passe sur TF1 et je me dis ok, c'est normal. Et le micro il est fait pour les chiens. Alors, et en fait je me dis non, je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais je me dis ça a bien une gueule de série de TF1. Ouais, d'accord, donc t'as un a priori sur les... Eh ben on va finir là-dessus. Merci à tous. C'est la Putain mais va dormir. Alors, on se donne rendez-vous le 20... Non, oh là, non, mais c'est un truc de... J'arrive, non, ouais. On est le 28, donc on se donne rendez-vous le 33. Donc Comics Outcast est une émission produite par Radio Kawa et diffusée sur Snapchat Live et réalisée par Joe. Merci Joe. Voilà, il voulait qu'on le mentionne, il est mentionné. Un petit bisou dans la barbe d'Adrien quand même. Non. Ah oui, Adrien, bonsoir Adrien. C'est vrai qu'il est là depuis genre 1 heure. Vous pouvez nous écouter sur notre page officielle. Donc, alors cette fois-ci, je l'ai écrit en toutes lettres. Non mais sans rire, je l'ai écrit en toutes lettres. radiokawa.com/comics-outcast. Oh voilà, donc pour nous écouter juste après l'émission et télécharger l'émission directement. La prochaine émission donc aura lieu le 12 décembre sur Synops Live en première diffusion. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter comme d'habitude ou sur Facebook et également sur Instagram, mais je crois qu'il n'y a rien dessus en fait. Si, si, on met les petites photos du studio quand on est sous le bureau, tout ça. Ah oui, d'accord. Vous verrez ça plus tard. Bah voilà, je remercie tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Lisez bien et à bientôt. Salut. Ciao. Bye bye. Comme me l'avait dit mon chirurgien esthétique, s'il faut faire une sortie, qu'on la fasse en beauté.